plomb à la lumière, qu'est-ce que ça t'a inspiré de premier abord? La première fois que tu m'as parlé de cet appel de texte là, c'était pendant les Geek Fairies. Donc tu avais eu la première fois là, les flyers de l'appel à texte. Et en fait, première idée, c'était quelque chose plutôt avec des cathédrales, plutôt sur les vitraux en fait. Avec des personnages qui seraient plutôt nature angélique, puis finalement on prend l'histoire que je voyais tourner moyennement bien. Donc j'ai cherché sur internet ce que je trouvais comme référence sur du plomb à la lumière. Et en fait j'ai trouvé des choses assez rigolotes en fait sur l'émergence des renéotypes. Oui, l'émergence de l'imprimerie. Et il y a un livre qui s'appelle Du plomb à la lumière qui raconte comment des gens D'ailleurs c'est un hommage, le titre est un hommage aussi, c'est-à-dire que du plomb à la lumière, ça relève de plusieurs sens, et je pense que même le titre qui a été utilisé pour l'imprimerie est un titre qui était un titre tiroir, mais c'est vrai que le premier livre qui s'appelait Du plomb à la lumière est un livre sur l'imprimerie, du passage en fait à l'offset. L'image sur papier imprimé. Ouais. Et bon, pour faire un texte sur l'imaginaire, je voyais pas trop comment utiliser ça. Et finalement, j'ai repris le plomb dans le sens la balle du plomb, quoi. Et il y a une série que j'aime beaucoup, c'est une série de la chaîne ABC, je crois, ABC, qui s'appelle Eldon Wells, qui raconte la construction d'un train entre New York et San Francisco. Donc la construction de la ligne de train c'est un western avec des personnages vraiment pas très positifs, quoi. C'est un peu western réaliste. Je me suis dit que finalement là on pourrait avoir un personnage un peu qui tirerait du plomb et qui serait dans une ambiance un petit peu western, sachant que les textes d'ambiance western, il n'y en a pas tant que ça en fait. C'est un peu, je trouve, un genre qui n'est pas tellement représenté dans l'imaginaire. Donc finalement, de faire du western, fantasy ou chronique, c'était marrant. Oui, c'est vrai, puis c'est un peu cyclique, je veux dire, même ici au niveau du cinéma américain, c'est souvent par vague. Les films de western arrivent par vague. Et dans la littérature, de manière générale, la littérature western était une littérature qui était très abondante dans les années 70 et même au-delà, je veux dire dans les pubs américains. Et les auteurs américains, genre comme Joel Doman, ils ont écrit pas mal qui n'ont jamais été traduits. Oui, tout à fait. Mais c'est toujours les États-Unis ayant pas d'histoire, c'est quand même, je veux dire, leur mythe à eux, quoi. Mais moi j'ai dessiné une autre dimension. En métal radieux, il n'y a pas que cette histoire de plomb, mais c'est ça justement de radieux. Voilà, donc dans lumière, et que vous n'êtes pas beaucoup dans l'anthologie à avoir pensé justement, donc quand on parle du plomb à la lumière, on pense à un changement d'état, à une sublimation. Mais du plomb à la lumière, finalement, c'est une sublimation, et c'est une sublation qui peut être alchimique, mais dont l'état est surtout un état de radiation. Oui. On est dans la radiation, du passage de la matière à la radiation. Et on peut considérer que le plomb est quand même le métal qui est le moins perméable à la radiation. C'est un métal aussi qui est fondamentalement vide en fait. Aussi. Oui. Un métal qui peut être l'image de quelque chose de peu de valeur. Et donc il y avait vraiment, je veux dire, je pense que tu t'es senti un peu investi par rapport à cette radiation. Plus ou moins. On parlait que, en fait, entre le plomb à la lumière, on pouvait voir ça comme un changement d'état, et un changement d'état qui était une sublimation. Oui. Mais aussi on pouvait voir ça comme un changement d'état qui allait vers la radiation, c'est-à-dire la lumière étant une radiation et le plomb étant la matière qui retient le mieux la radiation, qui est utilisée dans le nucléaire. Donc c'est pour ça que je disais que c'était quelque chose qui avait dû t'inspirer. Plus ou moins. Et donc, mais on n'est pas loin, c'est-à-dire à travers la nouvelle métal radieux, donc déjà métal radieux, donc dans le radieux, on est déjà dans la radiation, oui, on peut dire, et il y a quand même ce mouvement, c'est-à-dire ce mouvement qui est le métal radieux sert à construire une voie de chemin de fer, le train, donc c'est-à-dire qu'il y a ce mouvement. Et donc dans l'appel à texte, dans l'idée du plomb à la lumière, il y a l'idée de changement d'état.
En fait, dans la nouvelle, je me suis dit que j'allais introduire un environnement qui était par essence un environnement qui changeait les étapes, qui changeait les choses et qui pouvait fondamentalement aussi changer les gens. Donc qui change le plomb en une matière justement qui est ce métal radieux qui sert à construire les voies ferrées, mais que les gens qui vont dans cet environnement, donc qui est la brèche dans la nouvelle aussi, sont changés puisque l'essence de cet endroit-là, c'est le changement. Donc un changement qui peut être un changement physique ou un changement moral en fait. C'est un peu globalement, dans le titre de l'Appellatex, il y avait vraiment la notion de changement qui était forte, et je me suis dit, le cœur de la nouvelle, ça va être cette idée de changement, de modification. Oui, donc et c'est ce changement par radiation. On est dans, c'est quoi, c'est une faille spatio-temporelle, comment on pourrait voir ça? À ce stade-là, je ne sais pas encore. C'est un endroit qui est... Le topo, c'est très important. C'est-à-dire que dans ta nouvelle, tu accordes de l'importance au topos, au lieu, oui. C'est-à-dire au lieu. Au lieu où ça se passe. Et d'ailleurs, il y a toute une transformation aussi des personnages. Tout à fait. C'est-à-dire de leur caractère. Et donc, il y a ce cheminement aussi qui se passe. Au début, on a... alors, tu peux peut-être nous décrire le personnage principal. Un personnage qui est un brigand du Far West, on va dire. Un personnage peu recommandable et qui vit d'expédients et qui n'hésite pas à tuer les gens. Donc, un salopard. Un salopard. Un salopard, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un de bien. Non, du tout. Pas quelqu'un de recommandable. Pas vraiment. Mais c'est quelqu'un qui tient ses engagements. Si ça l'arrange, oui. Mais sinon, je pense pas. Et mais il a des amis. C'est ceux qui le payent bien, oui. Il a des clients, on va dire. Ouais. Il a des clients. Il a des clients, il a des complices. Il y a quand même une histoire avec une jeune femme qui vit dans un saloon. Oui, mais qui au départ est en fait quelqu'un qui l'engage. Donc en fait, lui, il réagit. C'est un personnage que je conçois un peu en mode survie. Donc il essaye de survivre au mieux possible dans un environnement qu'il considère dangereux, hostile. Donc, bon, il a moyen d'avoir un engagement auprès de cette personne-là. Donc il vient faire accepter l'engagement, sachant qu'il en espère de la rémunération. Et puis, pour continuer sa vie avec la rémunération qu'il va obtenir de cet engagement-là. Bon, après, les choses ne se passent pas forcément comme il l'a prévu. La question que je voulais te poser, Philippe, le lien que je voulais faire avec ta nouvelle, donc une nouvelle d'imaginaire, mais je voulais aussi comprendre avec toi quel était pour toi le lien que tu faisais entre l'imaginaire, entre le réel et le symbolique, finalement. Puisqu'en passant du plomb à la lumière, on a un changement d'état, ouais. Donc on passe peut-être de l'imaginaire au réel, et on va vers le symbolique, finalement. Disons, tu veux, fondamentalement, quand on regarde l'imaginaire ou les autres genres de littérature, je pense qu'il n'y a pas de genres de littérature qui sont différentes, finalement. L'imaginaire, ça permet d'introduire des éléments inhabituels qu'on aurait plus de mal à rentrer dans une histoire réaliste. Mais l'intérêt, c'est que ça permet donc de faire rentrer cet élément qui peut apporter des choses, des transformations, des changements, des situations particulières dans lesquelles placer les personnages. Donc c'est finalement une facilité qui permet de placer les personnages dans un contexte différent, dans un contexte où ils vont évoluer. Sachant que, de mon point de vue, ce qui fait les histoires au premier plan, c'est les personnages. Une bonne histoire, c'est une histoire avec des personnages qui fonctionnent bien. Tu regardes de mon point de vue, les histoires dont on se rappelle beaucoup, qui ont des images fortes, c'est avant tout des personnages. Si on prend Star Wars par exemple, Star Wars c'est rien du tout sans le personnage de Darth Vader, par exemple, qui est vraiment un truc très central. Si on regarde la série de comics Sandman de Neil Gaiman, tout est construit autour du personnage central du Seigneur des Rêves, donc de Dream des Éternels, et de sa famille, où chacun représente un principe. En fait. Donc je pense que les histoires qui fonctionnent, c'est avant tout des personnages qui ont une certaine logique et qui ont des aspérités qui les rendent intéressantes. Et après, il faut les placer dans un environnement où justement il peut leur arriver des choses
choses intéressantes et il peut leur arriver des modifications, qu'ils aient des choix à faire, qu'ils aient des questions à se poser. Donc l'imaginaire permet d'avoir un éventail de possibilités qui est bien plus intéressant. Oui, parce que ces personnages, finalement, ils sont peut-être sur papier, mais finalement, ils n'échappent pas à ces trois états, à ces trois dimensions. Ça veut dire que eux aussi, ils sont confrontés à la réalité de leur existence, ils sont confrontés à l'imaginaire, et ils sont confrontés aussi aux symboles. Mais en fait, ce sont quand même... Fondamentalement, quand tu regardes les personnages dans toutes les histoires, ils vont être, tu vas pouvoir rattacher une espèce entre guillemets d'archétype au personnage. Par exemple, un personnage, ça va être le père, ou ça va être le roi, ou ça va être le guerrier. Et donc, tu peux rattacher à chaque personnage un archétype très simple. Et en général, quand je construis mes personnages, je vais faire des petites fiches, mais très courtes, où j'explique un peu le personnage, à quoi vraiment il ressemble, pour que moi j'ai une idée à peu près de quelle tête il a. Qu'est-ce qu'il veut, d'où il vient, où est-ce qu'il va, et globalement, c'est quoi sa représentation. Donc typiquement, le personnage principal de la nouvelle Méta Radio, c'est un mercenaire. C'est un mercenaire, c'est un mauvais garçon, donc un mercenaire un peu badass, on va dire. Et bon, il y a d'autres personnages, par exemple comme le personnage de Moïse, qui lui va plutôt être un prophète, un guide, un prophète, etc. Car ce sont quand même déjà des personnages très typés, ce sont des archétypes de personnages, et donc ils symbolisent quelque part, ils sont le symbole quand même Je pense que si on gratte dans toutes les histoires, si on gratte un peu, tous les personnages symbolisent quelque chose dans n'importe quelle histoire. Il y a toujours on pourrait les rattacher à une espèce de mythologie, je pense que quand tu regardes des panthéons. Je pense que quand tu regardes une série américaine, par exemple, il y a beaucoup de séries américaines qui fonctionnent avec des personnages qui sont très très archétypaux. Et les grosses séries américaines sur les gros blockbusters, il y a la série NCIS que j'aime pas du tout, mais quand on regarde, tous les personnages sont des archétypes de quelque chose. T'as un personnage qui est un gros geek, t'as un personnage qui est gothique, etc. T'as le dragueur de base. Et ils ont vraiment poussé, par exemple, dans cette série-là, cette logique à son paroxysme. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que finalement, tous les personnages souffrent de leurs défauts. C'est-à-dire qu'ils souffrent tous de leurs défauts, et finalement, c'est là qu'on s'aperçoit que leurs défauts deviennent finalement leur qualité. De toute façon, il faut que les personnages aient des défauts, parce que si on écrit des histoires avec des personnages parfaits, il se passe rien. Mais ils seraient peut-être tous imparfaits, s'ils étaient parfaits. Ah ouais, si on va raconter l'histoire d'une... Vraiment, si on fait l'histoire d'une gentille petite famille, tout le monde est gentil, tout le monde est parfait, ils vont manger une galette. Ouais, mais même dans la petite maison dans la prairie, il y a un peu des personnages méchants, quand même, à côté. Ah, il y a Millie Hobson. Mais si t'as que des personnages lisses, tu construis une histoire lisse, et puis ça casse les pieds à tout le monde. Donc c'est intéressant que les personnages aient un peu des aspérités, et un peu des failles, des défauts. Parce que c'est justement là-dessus qu'on peut construire des histoires intéressantes. Des failles de Philippe Daniel, justement. Oh là, il y en a beaucoup. Alors tu pourrais peut-être nous présenter une de tes failles, le Rubik's Cube. Oula, oui. Attends, on en a là pour l'écran. Alors explique-nous pourquoi cette passion pour le Rubik's Cube. Non, en fait, c'est un objet qui est apparu quand j'étais petit, dans les années 80, donc ça avait vraiment fait fureur. Puis ça a un peu retombé, puis en fait, je suis retombé dans mes addictions il y a quelques années en fait. Puis bon, c'est un objet qui est assez rigolo parce qu'en fait, d'un certain point de vue, on peut s'imaginer que c'est compliqué à résoudre, alors que quand on regarde, en fait, quand on pense un peu l'objet en termes de... Moi, je vais faire un peu technique, mais en termes de groupe de ça. Globalement, c'est les transformations qu'on fait sur un Rubik's Cube, c'est des permutations au sens mathématique. Si on cherche un peu toutes qu'on regarde un peu d'un point de vue mathématique le Rubik's Cube, on va avoir des structures se dégager. Et finalement, les résolutions se basent... On est dans une structure cristalline. Non, en fait, c'est... D'un point de vue bêtement mathématique, dans un Rubik's Cube, tu vas permuter des arêtes, tu vas permuter des coins. Donc si tu réfléchis à la façon dont les arêtes sont permutées, dont les coins sont permutés, finalement, tu peux plaquer des raisonnements mathématiques sur ce Combien de combinaisons, c'est-à-dire que combien de combinaisons il existe pour résoudre le Rubik's Cube? Est-ce que c'est... Est-ce qu'il y a une... c'est l'école, il faut regarder sur internet, tout le chiffre. Alors je veux dire, il y a un certain nombre de combinaisons. Tu pars à partir du moment que le Rubik's Cube est mélangé,
Je veux dire, tu sais qu'en faisant 3 mouvements sur la gauche, 4 sur la gauche, tu vas repérer, je veux dire, une figure dans l'espace qui va te permettre. Oui, plus ou moins. Et ça, en fait, on peut raccorder ces choses-là en fait, à construire des histoires. Parce que finalement, construire des histoires, il y a des structures derrière, il y a des infrastructures, il y a des... Globalement, l'histoire, elle va respirer d'une certaine façon, elle va se construire d'une certaine façon, donc il va y avoir une certaine structure, et puis comme cette chose-là, une structure. Le changement d'état d'une matière correspond toujours à une modification géométrique des atomes. Oui. Plus on va résumer. On va résumer. Et le Rubik's Cube, justement, symbolise cette modification atomique. Moi, je t'avoue que je vais pas jusqu'à ce genre non de considération. Je vais trop loin, peut-être. Bon. Alors, combien de temps te faut-il? Quand je suis en forme, 45 secondes en général. 45 secondes. 45 secondes. Et ça passe par le visuel, c'est-à-dire par l'image tout de suite, par l'image, par la situation, du Rubik's Cube à ce moment-là. Tu le reconnais, tu vois les positions, tu les reconnais, puis tu appliques la transformation qui va bien pour te ramener à quelque chose de plus ordonné en fait. D'accord. En fait, tu ordonnes. Voilà. D'un point de vue mathématique, en fait, tu projettes, le groupe des transformations de Rubik's Cube possède des plans, comme il y aura des plans dans l'espace. En fait, la résolution, c'est une projection de l'état initial à travers une série de plans qui amène à l'état qui est complètement résolu. En fait. C'est simplement des projections. D'accord. Vous nous montrez quand même les 40 secondes. Attendez, faut que je le filme. Ah, tu peux J'ai la main qui tremble un peu. C'est un moment de gloire quand même. Je sais pas comment je vais le garder comme ça. Faudrait peut-être le faire mélanger par une main innocente. Ouais, voilà, tiens. Je suis pas sûre que celle d'Olivier soit très innocente. C'est le plus innocent qu'on a actuellement. C'est le plus innocent. Et qui ne tient pas une caméra. Alors, pour moi c'est mélangé. Donc moi il me faudrait peut-être j'y arriverai jamais à remettre le truc en place, il faudrait que je les décèle. Non, t'as pas forcément besoin de... Le truc, c'est... En fait, tu reconstruis petit à petit des structures dans cette chose-là. Donc là, en fait, dans un premier temps, on va construire déjà... Donc, j'ai perdu... Là. Hop. On va déjà reconstruire une première structure qui est assez simple, là. On a une 3. Là, on va reconstruire des étages. Comme ça. Là. Là, en fait, globalement, je fais des paires sur le haut. Je vais insérer sur l'écran. En fait. Donc, comme ça forme un angle. Donc là, j'ai formé la dernière, les deux premiers étages. Donc là, maintenant, je vais essayer. Mon téléphone était fini de charger. Visiblement, il est fait vite. Donc là, je vais former la croix sur le haut. Là, je vais remonter les coins sur le haut. Et là. Et je me suis planté en le faisant, c'est normal, c'est l'effet du mot, c'est logique. Ça, toujours ce qui arrive. J'ai peut-être jamais remarqué que quand tu fais une démo, c'est toujours le moment où là ça marche pas. Il y a un truc qui était marrant, c'est une fois j'avais fait un produit au boulot qui était censé détecter que j'avais des pannes et reprendre le truc sur la panne, et justement quand je voulais faire la démo, Non, mais on va faire qu'en fait, tu as des séquences codées. Tu as des séquences codées, donc tu repères les deux, on met à la croix, après tu te retrouves avec des systèmes de 4, systèmes de 4... En fait, tu as différentes méthodes, parce que là j'ai fait une méthode par étage, je pourrais procéder différemment. Ah, il y a différentes méthodes. Ah oui, il y en a plein. Cela par exemple, je pourrais... c'est un peu différent. Mais par exemple, là je vais mélanger, je pourrais considérer, je vais placer d'abord les coins, par exemple. Donc là, j'ignore complètement les arrêts pour le moment. Voilà. Oui, ça demande aussi de connaître tous les mouvements possibles du Rubik's Cube. Non, simplement tu reconnais des positions et tu te dis quand je vois ça, je fais ça. Donc là, j'ai placé juste les coins. D'accord. Voilà. Tous les coins. Donc là, tous les coins, mais les arêtes ne sont pas placées.
D'accord. Donc là, maintenant, je vais placer, je vais recommencer à reconstituer, placer les arêtes là où elles doivent être, petit à petit. En fait, là, globalement, je fais des mouvements très simples qui permettent de placer les choses petit à petit sans casser ce qu'on a déjà fait. D'accord. Ouais, donc là, je vais garder celle-là de l'autre côté, je vais faire l'autre face. Une méthode qu'on appelle corners first parce qu'elle nous permet de faire les cours au départ. Il y a une autre méthode aussi où on place d'abord toutes les arêtes, puis après on place tous les coins. En fait, c'est différentes façons de on fait des projections sur des plans, donc on va projeter sur différents plans. En fait. Ça va être assez facile, c'est le même par les boutiques. En fait. Voilà, donc là j'ai une face qui est complètement faite. Donc là j'ai ce coin en bas. Mais là, tu l'as redétruit ta face. Ouais, les deux faces. Ah, d'accord. Là tu vois, là ici, j'ai tout placé sauf les connotations sur les arêtes qui sont là. Et là, je vois que bon, là, c'est un problème d'orientation que j'ai résolu. Voilà. Moi, je crois que c'est pratiquement bon là. Voilà. Et là, bon, Ah, c'est voilà. une autre méthode. Alors maintenant, t'as encore. T'as mis plus de temps que 45 secondes. Oui, parce que là, ça c'est une méthode mais il y a d'autres méthodes où tu n'utilises qu'un seul type d'algorithme, par exemple. Ah, d'accord. Ça fonctionne avec des algorithmes. Quoi. Oui, il y a un certain nombre d'algorithmes à se rappeler, mais il y a des méthodes, une méthode en particulier qui ne requiert qu'un seul algorithme qui est très simple. Là, bon, la méthode est itérative et très longue, Ouais. mais ce qui est important, c'est en fait, c'est de voir la structure. Par exemple, il y a des championnats où les gens résolvent ce genre de trucs en aveugle. Et en fait, première fois qu'on voit ça, on se dit mon Dieu, mais ils s'imaginent qu'ils gardent en tête la transformation du. En fait, ils n'ont pas besoin de voir le Rubik's Cube. Ouais. Ils sont dans je veux dire, dans la visualisation de l'algorithme par rapport au mouvement. En fait, tout ce qu'ils font, c'est ils savent jamais à l'instant T quelle est la position de toutes les faces. Ils ont mémorisé au départ comment en général ils voient l'état, en fait ils font un cheminement. Ils savent qu'ils partent d'un point de départ. Ils voient que cette arête-là doit aller là, celle-là ensuite doit aller là, etc. Donc ils font un cheminement. En fait, ils font un bilan, un état des lieux. Ouais. Un état des lieux. Et à partir de cet état des lieux, ils visualisent l'algorithme qui va permettre de réussir. Ils font leur cheminement, et donc ils savent qu'ils doivent échanger les pièces par paire. Et ils échangent, donc ils mémorisent une séquence de pièces qu'ils doivent échanger. Et ils échangent simplement ces deux pièces-là. En utilisant répétitivement le même type de transformation. Donc, en fait, c'est avec la dextérité et la rapidité qui va leur permettre de résoudre. C'est un exercice de mémoire surtout. La résolution d'un cube comme ça en aveugle, c'est quelque chose. C'est de mémoriser la séquence, de s'en rappeler. C'est une chose qui n'est pas forcément très simple à se rappeler. Parce qu'il y a 12 arêtes, il y a 8 centres, il y a 8 points. Donc une fois qu'ils ont mémorisé cette transformation-là, ils les appliquent. Et c'est surtout un effort de mémorisation et de suivre le chemin correctement. Donc c'est encore la structure qui prévaut. C'est la structure. Ouais. C'est la structure. Donc on est vraiment dans la modification de la structure par rapport à un algorithme.